Bonjour les étudiants de monde contemporain. Aujourd'hui, on va voir un nouvel enjeu. On va voir l'enjeu qui est le 13e point. Décrire les défis qu'affrontent les immigrants dans leur pays d'accueil. À ça, j'ai ajouté des nouveaux sous-points. Donc, prenez-les pas en note tout de suite. On va les voir en détail, puis je vais vous demander de prendre des notes dans votre immédiat ou sur une feuille lignée à côté si vous n'êtes pas allé le récupérer. Donc, on va parler des différents modèles d'intégration. C'est chaque pays, chaque territoire a sa philosophie de l'intégration. Puis on va voir qu'est-ce que c'est aussi l'intégration, évidemment. Ensuite, on va voir comment ça fonctionne, en fait, au Québec, outre la philosophie de l'intégration, mais concrètement, l'immigration, c'est une compétence qui est partagée entre le provincial et le fédéral. Alors, comment est-ce qu'on jongle avec ça? Puisque le Québec et le Canada n'ont pas tout à fait la même philosophie par rapport à l'intégration des immigrants. Et finalement, on va voir plus en détail la discrimination dans le monde de l'emploi, et j'ajouterais même et dans la société. Alors, ce sont des enjeux qui touchent plusieurs d'entre vous. Donc, c'est malheureusement de la matière qui est vraiment agréable à voir en classe parce que souvent, on a énormément de débats là-dessus. Donc, on constate en fait que, regardez, selon le petit sondage là, que je vous ai demandé de remplir, 60% des élèves ont les deux parents qui ont rempli le questionnaire, ont les deux parents qui sont nés à l'extérieur du Québec. Ça veut dire que vous êtes des immigrants de deuxième génération, parce que la plupart, bien que vos parents sont de l'extérieur, la plupart, vous êtes quand même nés au Québec pour la très vaste majorité d'entre vous. Et il y en a 11%, à ça s'ajoute 11% pour qui un des deux parents est né à l'extérieur, donc est immigrant. Alors là, c'est intéressant, parce que ici, les 60% dont les deux parents sont nés à l'extérieur, vous jonglez entre votre culture familiale, puis la culture québécoise qui vous entoure à l'école et au travail et dans la société en général, puis ça va vous accompagner toute votre vie. Puis qu'est-ce que c'est aussi la culture québécoise? Parce que à Montréal, c'est pas tout à fait la même chose qu'en région. On est une ville multiculturelle. Alors, si vous êtes enclavé dans un quartier ethnique particulier, si vous êtes ghettoisé, comme on va le voir dans les prochaines questions, ben peut-être que vous en rendez pas trop compte de ce que c'est la culture québécoise. Et bon, ce sont toutes des questions qui sont vraiment intéressantes à aborder en classe, mais pour essayer de rendre ça vivant et de reproduire un peu les débats qu'on peut avoir, je vais vous demander de débattre et d'appuyer votre position. Je vais vous donner plus de détails un peu plus tard. Qu'est-ce que je vous ai demandé aussi? Quelles étaient les origines? Bon, c'est pas très étonnant, on le constate assez facilement. La plupart des élèves de Brébeuf qui sont immigrants ou de deuxième génération sont d'origine asiatique. Il y en avait beaucoup plus que je pensais qui étaient d'origine européenne et même africaine. Par contre, qu'est-ce que vous avez entendu par origine? Je l'ai laissé flou. Est-ce que vous êtes mis européen si c'est vos arrière-grands-parents qui sont arrivés dans les années 20? Je sais pas. Donc, pour la prochaine fois, je vais préciser que ça doit être les grands-parents au moins, maximum, dans la chaîne, dans l'arbre généalogique qu'il faut remonter. Parce que sinon, ben, on pourrait tous se considérer comme d'origine européenne. Ben, en tout cas, pour les Québécois là, de souche. Donc, comme je l'ai dit, la grande majorité sont nés au Québec. Il y a quand même 21% des élèves qui seraient nés à l'étranger. Alors vous êtes des immigrants, ça vous concerne. Mais ça vous concerne aussi les Québécois. Je dis pas que ça vous concerne pas tout à fait parce que l'intégration, en fait, c'est la culture majoritaire qui permet à la culture minoritaire de s'intégrer. Autant que la culture minoritaire qui fait les efforts de s'intégrer à la culture majoritaire, ok? Eh oui, il y a quand même 3% des élèves qui n'ont pas répondu.
Donc, allez demander à vos parents. Alors, vous allez chercher votre fascicule à la page 32. Pour répondre à la question, on va regarder deux plans. Le plan personnel, vous pouvez l'écrire ici, et le plan plus professionnel, qui va être décrit dans le deuxième paragraphe avec les 3 points en dessous. Donc, premièrement, en plus de devoir parfois apprendre une nouvelle langue, soulignez ça, c'est le cas au Québec évidemment, avec le français qui est vraiment un facteur d'intégration primordial. Ils doivent comprendre le fonctionnement de leur nouveau pays et s'intégrer à la culture. Donc, quand on parle de fonctionnement, on parle de tout ce qui est juridique, bureaucratie. Quand on arrive, il y a des papiers à remplir, à mettre en place. C'est pour ça qu'il y a des organismes qui s'occupent d'orienter les immigrants dans ces démarches-là, parce que ce n'est pas simple aller chercher les cartes soleil, la SAQ, le permis de conduire, les différents certificats et tout ça. Et puis, il y a tout un fonctionnement aussi au niveau de la reconnaissance des acquis sur le plan professionnel. Mais attendez, on va noter deux choses en plus qui ne sont pas écrites dans le fascicule, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'immigrants qui font face à la pauvreté, ce qui peut être nouveau dans leur vie. Donc, s'ils étaient médecins, par exemple, en Syrie, et puis qu'ils avaient jamais fait de budget, ils avaient toujours eu plus de revenus que de dépenses, alors qu'ici, leurs diplômes ne seront pas reconnus, ils vont se retrouver dans une situation très précaire et ils auront peut-être pas l'habitude de fonctionner et de budgéter et de fonctionner de cette manière-là. C'est un autre défi sur le plan personnel. Il y a aussi, au Québec, c'est moins vrai pour les immigrants, mais les dangers de la traite humaine qui sont réels. Donc, par exemple, en Afrique, des jeunes femmes qui vont être choisies, ou en Russie, il y avait eu beaucoup de reportages sur ça. Donc, des jeunes femmes qui sont choisies pour être mannequins et qui sont amenées aux Pays-Bas, où est-ce que leur carrière, ou en Italie, là, où est-ce que leur carrière est censée être propulsée, et puis finalement, qui se retrouvent dans le red light, et puis se retrouvent à faire de la prostitution. Ce sont des histoires réelles qui arrivent, et vous pouvez trouver des documentaires très pertinents sur le sujet facilement. Donc, au Québec, Montréal, c'est une plaque tournante de la traite humaine. Mais ce ne sont pas les immigrants qui sont particulièrement visés. En fait, c'est surtout les mineurs, les jeunes filles mineures. Donc, malheureusement, c'est une réalité montréalaise très triste. Alors ça, c'est pour les défis personnels. Au niveau des défis professionnels, donc, je vais vous laisser le lire, puis vous allez noter ici un résumé. Donc, la reconnaissance des diplômes et de l'expérience. C'est très fâchant de se rendre compte qu'il y a des médecins qui sont chauffeurs de taxi alors qu'on manque de médecins au Québec. Oui, mais c'est pas évident de dire, d'accord, t'as eu une formation dans un pays en développement c'est pas évident de dire qu'elle équivaut à celle qui est donnée ici. Il faudrait des observateurs qui compareraient les deux programmes. Et même à ça, est-ce qu'on le sait est-ce qu'il a obtenu son diplôme en donnant une enveloppe brune avec 10 000 $ dedans, ou est-ce qu'on fait confiance aux institutions des pays d'origine des immigrants? À quel pays oui, quel pays non? Donc, pour ça, souvent, on va imposer une formation supplémentaire. Par exemple, moi, j'ai un ami, il est physiothérapeute, il a fait toute sa formation en France. Quand il est arrivé au Québec, il a dû refaire exactement la même formation, mais dans les universités québécoises, 2 ans de maîtrise, puis après, là, il a eu le droit de repratiquer. Souvent, les emplois qui sont encadrés par les ordres professionnels impose une mise à jour dans la formation, parce que on peut pas s'assurer, surtout pour ce qui est santé, technique, une grande incidence sur la sécurité
de la population, ben, on peut pas s'assurer que la formation est vraiment à tout le point commune. Et si on dit oui, ça équivaut, mais après que les travailleurs arrivent et puis il y a la moitié des tâches qu'ils ne font pas comme il faut au niveau qu'on s'attend, mais c'est problématique également. La discrimination à l'embauche. Écrivez-le. On va en reparler plus tard, puis je vais vous faire lire le texte qui est dans le fascicule, mais un autre texte également de la presse. Peut-être, malheureusement, qu'il y en a qui vont faire face à la discrimination à l'embauche parmi vous. Et l'absence de réseau. Alors là, vous avez un bon réseau. Souvent, on vend Brébeuf pour le réseau que ça vous permet d'acquérir pendant toute votre vie. Les amis que vous avez là, vous allez les conserver, puis après, vous allez vous entraider une fois arrivé sur le marché du travail. Donc, pour vous, même si vous êtes immigrant de deuxième, première génération, ça vous touchera pas, mais quand on immigre et qu'on est adulte et qu'on souhaite percer dans certains domaines très compétitifs, je pense à tout ce qui est dans les arts, le spectacle, par exemple, c'est très difficile de faire sa place sans réseau. Alors, le cœur, en fait, de l'enjeu des défis de l'immigration, c'est comment l'État fait en sorte d'aplanir ces défis-là. Comment l'État accueille les immigrants? Comment est-ce qu'il lutte contre la discrimination? Comment est-ce qu'il rend la nouvelle formation plus facile, plus accessible? Comment est-ce qu'il ouvre ses bras pour que les immigrants adoptent sa langue et sa culture? Donc, tout ça, c'est l'intégration. Alors, vous allez l'ajouter dans le vocabulaire et puis vous allez noter la définition que je vais lire. L'intégration est un processus d'adaptation à long terme et multidimensionnel qui n'est achevé que lorsque l'immigrant ou ses descendants participent pleinement à l'ensemble de la vie collective de la société d'accueil et ont développé un sentiment d'appartenance à son égard. Alors là, on pourrait avoir toutes sortes de discussions sur est-ce que vous avez développé le sentiment d'appartenance à la culture québécoise? Est-ce que vous pensez que vous participez pleinement à l'ensemble de la vie collective? Qu'est-ce que c'est participer pleinement? Quel genre d'action on s'attend quand on dit qu'on participe à la société? Alors, c'est toutes des questions très importantes, très intéressantes. Et j'aimerais que vous notiez, dans le fond, quand on parle de multidimensionnel, il y a 3 dimensions qui ressortent du phénomène de l'intégration. Il y a tout d'abord la dimension linguistique et culturelle, la dimension économique, donc d'ordre professionnel, et la dimension plus large là, de société, d'accueil, participation, c'est dimension sociale et politique. Quels sont les avantages à avoir des immigrants qui sont intégrés? Bon, dans votre fascicule, on en nomme 2 qui sont très liés à la dimension économique. Vous pouvez les surligner. Donc, les travailleurs pourront plus facilement combler les besoins en main-d'œuvre, ce qui est un défi au niveau, vous le savez, là, vieillissement de la population et tout ça. Puis en plus, bon, ils payent des impôts, alors ce qui amène des revenus à l'État pour accroître les services et tout ça. Alors, la dimension économique, c'est celle qui est la plus facilement, qui fait le plus l'unanimité et sur lequel l'État a plus de pouvoir. On nomme 3 politiques qui sont mises en place, par exemple. La reconnaissance des acquis. Souligner ce que c'est-à-dire que un immigrant va faire reconnaître son diplôme par le gouvernement et donc va pouvoir tout de suite se mettre au travail. C'est très complexe, ça dépend de chaque vraiment corps de travail très spécifique. Ensuite, il y a certaines ententes entre États. Par exemple, souligner la France et le Québec ont signé des ententes pour favoriser la reconnaissance des diplômes entre ces 2 pays-là. Et puis, il y a des mesures ponctuelles. Par exemple, lorsque des États assouplissent leurs exigences concernant les qualifications, ou quand ils font de la discrimination positive, ou quand ils permettent à des travailleurs saisonniers de venir dans les champs du Québec, ils donnent des permis de travail spécifiques, par exemple.